Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Alors que le monde dans lequel on vit est de plus en plus polarisé, et que certains parlent même de l'émergence d'une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis, un acteur en particulier refuse de choisir un camp et tente plutôt d'exploiter cette nouvelle réalité à son avantage. C'est une puissance nucléaire avec la deuxième plus grande armée de la planète. Il est question, bien sûr, de l'Inde. La stratégie indienne est fascinante. C'est un curieux mélange d'audace et de pragmatisme, une manière de défendre les intérêts d'une énorme population toujours en développement dans un monde de plus en plus divisé. La façon indienne, c'est le non-alignement, ou plutôt le multi-alignement. Ce que ça implique, c'est de maintenir des relations productives avec tout le monde, que ce soit la Chine, l'Europe, la Russie ou les États-Unis. Dans un ordre mondial de plus en plus fracturé, la stratégie indienne est mise à rude épreuve. Peut-elle garder l'équilibre sur un fil toujours plus mince? Aujourd'hui, je vous propose un survol sommaire de la géopolitique de l'Inde afin de mieux comprendre ses amitiés, ses rivalités, ses contraintes et ses limites. Pourquoi l'Inde refuse-t-elle de choisir un camp? C'est un cas d'étude qui démontre comment un pays peut extraire le maximum de chaque relation grâce à une stratégie brillante et adaptée. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un instant de notre partenaire HelloFresh. HelloFresh, c'est un moyen facile et pratique de manger des repas complets tout en profitant du plaisir de les cuisiner soi-même. Tout ça avec des ingrédients frais et des fiches recettes illustrées. Que ce soit entre amis, entre amoureux ou pour toute la famille, HelloFresh propose chaque semaine de composer votre menu sur mesure à partir de plus de 21 nouvelles recettes délicieuses. Et ce, toujours avec un Nutri-Score A ou B. En fait, même pour une personne seule comme moi qui se demande toujours un peu quoi cuisiner, c'est une manière tellement plus agréable de préparer des repas. Étant un homme d'un certain gabarit, je pensais manger facilement une portion pour 2 personnes, mais honnêtement, les portions sont très généreuses, ce qui veut dire qu'à mon agréable surprise, j'ai toujours un repas nutritif préparé d'avance et prêt à être échauffé. Non seulement HelloFresh utilise des ingrédients locaux, mais en plus tout est portionné d'avance, toujours avec le minimum d'emballage et de déchets, ce qui permet de cuisiner rapidement sans se casser la tête. Mes visites au marché sont beaucoup plus rares et ça, c'est certainement un des points positifs. J'ai plus d'énergie, plus de temps pour m'occuper de nos projets et surtout, je suis convaincu que j'ai plus de concentration depuis que je mange des repas nutritifs tous les jours. La boîte repas est livrée directement à votre porte au moment de votre choix et ce, même le week-end. Que ce soit sur le site ou encore mieux sur l'application, vous verrez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les types d'alimentation. Végétarien, familial, allergie. L'abonnement est 100% flexible. Pas besoin d'être un chef pour cuisiner des recettes originales et savoureuses. En fait, avec les fiches illustrées, ça peut même devenir une activité avec les enfants. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières boîtes HelloFresh, tout en profitant de la livraison gratuite. Pour bien comprendre la mentalité ainsi que la situation géopolitique d'un pays comme d'habitude, il faut d'abord revenir sur les grandes lignes de son histoire et de sa géographie. Occupant presque la totalité du sous-continent indien, l'Inde est située au carrefour des civilisations. D'un côté, c'est la Chine et l'Asie centrale, de l'autre, l'Asie du Sud-Est et l'Australie, alors qu'à l'ouest, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique. De par sa position hautement stratégique, le territoire de l'Inde a toujours été convoité par les grandes puissances. Ainsi, depuis des milliers d'années, les envahisseurs et les colonisateurs se sont succédés les uns après les autres. Ce fut les Perses, les Grecs, les Turcs, les Arabes, les Huns, les Mongols et bien sûr les Britanniques, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est que non seulement l'emplacement géographique est enviable, mais encore plus le territoire indien possède des ressources naturelles aussi abondantes que diverses. En fait, pour l'Empire britannique, la colonie indienne était la source d'une prospérité considérable, et ce, pendant plus de 200 ans. C'est seulement autour de 1930 que le nationalisme devient de plus en plus populaire en Inde, alors qu'un mouvement de résistance pacifique est mené par un certain Gandhi. Les Indiens en ont ras-le-bol de l'influence impérialiste, et les choses se compliquent rapidement pour les Britanniques. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale se termine enfin, le Royaume-Uni est complètement fauché. Les Américains veulent démembrer l'Empire de manière à consolider leur place en tant que nouvelle première puissance mondiale. Le président Roosevelt appelle à la fin des colonies. En 1947, les Britanniques organisent à la hâte ce qu'on appellera la partition de l'Inde, dessinant du même coup de crayon 2 nouveaux pays, soit l'Inde et le Pakistan. La carte est si brouillonne que la division qui en découle se poursuit encore aujourd'hui. Ainsi, vous comprendrez que dès son indépendance, l'Inde est profondément opposée à toute forme d'impérialisme et même, encore plus, elle refuse
refuse de s'aligner ou même de s'allier avec des grandes puissances. Or, le problème, c'est qu'à l'approche des années 50, la guerre froide est déjà bien commencée et autant les Américains que les Soviétiques forcent les pays du monde entier à choisir un camp. Pour l'Inde, c'est rien de plus qu'une nouvelle forme d'asservissement, un impérialisme qui ne dit pas son nom. Il est donc hors de question de tomber dans le piège et de renoncer à cette indépendance qu'elle vient d'obtenir. En 1956, avec l'Égypte et la Yougoslavie, l'Inde fonde le mouvement des non-alignés. L'idée, c'est de rassembler tous les pays qui refusent de participer à la logique binaire de la guerre froide. En quelques années, le mouvement accueille des dizaines de nouveaux membres et rapidement, l'Inde émerge comme leader de ce qu'on appelle alors le tiers-monde. Lorsque la guerre froide se termine au début des années 90, l'Inde se rapproche quelque peu des États-Unis, mais elle choisit tout de même de maintenir sa stratégie de non-alignement. Et disons que le temps lui donne raison. Car dès le milieu des années 2000, on assiste à l'émergence de la Chine, alors que la Russie commence enfin à se relever de l'effondrement de l'URSS. Au cours des dernières années, devant le passage graduel d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis à un monde multipolaire dans lequel plusieurs puissances exercent leur propre zone d'influence, il semble que les tentatives de l'Inde de maintenir un équilibre sont plus évidentes que jamais. D'abord, malgré le conflit en Ukraine, l'Inde entretient toujours d'excellentes relations avec la Russie. Elle refuse de condamner l'invasion de l'Ukraine. Elle est totalement indifférente face aux appels occidentaux à sanctionner Moscou. En fait, plutôt que de diminuer, les échanges avec la Russie ont augmenté depuis le début de la guerre. La Russie a récemment supplanté l'Arabie saoudite en tant que fournisseur de pétrole numéro 1 pour l'économie indienne, alors que les livraisons d'engrais en provenance de la Russie ont été multipliées par 8. Et ça, c'est sans parler des armes. Plus de 70% des armes importées en Inde proviennent de la Russie. Et c'est en échange de sa relation avec Moscou, l'Inde obtient des armes, des matières premières, de l'énergie, toujours à rabais. Et ça, bien sûr, ça a des implications pratiques pour le gouvernement indien. Le pétrole russe, c'est une manière d'approvisionner l'économie indienne en pleine croissance avec de l'énergie abordable. Quant aux armes, elles permettent de combler le déficit énorme en capacité militaire vis-à-vis des autres puissances, comme la Chine, toujours pour une fraction du prix. S'il fallait que l'Inde n'achète exclusivement de l'équipement américain, son armée gigantesque deviendrait rapidement un trou financier sans fond. Mais encore plus que les avantages pratiques, il faut aussi considérer le dividende stratégique d'une relation conviviale avec la Russie. La principale rivale de l'Inde, c'est la Chine. Et à mesure que la Chine et la Russie se rapprochent, l'amitié avec Moscou permet de garder la Chine à distance. Alors que la Chine et l'Inde s'envoient littéralement des poings sur la gueule dans l'Himalaya, être ami avec le meilleur allié de la Chine est une forme d'assurance contre une escalade potentielle, que cette assurance soit valide ou non. Et d'ailleurs, parlant de la Chine, il est important de nuancer le portrait, car malgré les apparences, la relation avec l'Inde est loin d'être aussi hostile qu'on pourrait l'imaginer. Bien sûr, il y a des enjeux territoriaux, notamment dans l'Himalaya, et à certains égards, les deux pays sont des compétiteurs à l'échelle régionale, donc il est vrai qu'il existe une certaine tension et une méfiance dans la relation. Cela dit, de manière générale, la réalité, c'est que l'Inde et la Chine ont une relation relativement productive. En fait, la Chine est la première partenaire commerciale de l'Inde. Les deux pays font partie du BRICS, une tentative avouée de remplacer l'ordre mondial américain. L'armée indienne et l'armée chinoise participent régulièrement à des exercices conjoints pour renforcer la coopération militaire. Et en dehors des quelques incidents très médiatisés le long de la frontière, les choses sont généralement cordiales. On dit souvent qu'il faut garder ses amis proches et ses ennemis encore plus. Et c'est exactement la mentalité indienne en matière de compétition. En fait, le ministre actuel des Affaires étrangères a parfaitement résumé les choses en affirmant que l'Inde n'est plus à la recherche du non-alignement, mais bien du multi-alignement. Pour ce qui est de la relation avec l'Occident, il semble que l'Inde a compris il y a longtemps que la meilleure manière d'obtenir des faveurs et des résultats est de se laisser désirer et de toujours rester en bons termes avec les alternatives. C'est simple, en refusant de se commettre entièrement d'un côté ou d'un autre, la menace d'une défection vers le camp adverse est toujours relativement crédible, ce qui permet d'extraire le maximum de chaque relation et de sécuriser sa position à l'échelle mondiale. Avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, l'Inde fait partie du Quad, le dialogue quadrilatéral de sécurité visant à contrer l'influence de la Chine dans le Pacifique. Or, d'un autre côté, l'Inde achète du pétrole à l'Iran, un ennemi de l'Occident, et elle a signé une entente pour se protéger
procurer le fameux système russe de défense aérienne, le S-400. En apparence, la politique étrangère indienne est remplie de contradictions, mais c'est tout le contraire. C'est la manière la plus cohérente d'articuler ce multi-alignement que tente d'atteindre le gouvernement indien. C'est une neutralité calculée, ou comme on dit à Washington, une ambiguïté stratégique. Bien sûr, ce n'est pas comme si tous les pays pouvaient adopter la stratégie indienne entre nous, si ce n'était pas de la compétition féroce, sinon carrément de la guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Aucun doute que les Américains seraient beaucoup moins tolérants face au flirt de l'Inde avec la Chine et la Russie. Et c'est là qu'on entre dans la réelle politique. Dans l'éventualité d'un conflit majeur entre la Chine et les États-Unis, Washington doit absolument pouvoir compter sur tous les alliés stratégiques possibles dans la région, surtout depuis que Macron a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, soit que l'Europe n'enverrait personne mourir pour défendre Taïwan. Un des alliés les plus convoités, c'est sans aucun doute l'Inde, non seulement en raison de son antagonisme historique face à la Chine, mais aussi en raison de sa gigantesque armée et de sa position hautement stratégique. C'est incroyable à dire, mais les États-Unis ont plus besoin de l'Inde que l'Inde n'a besoin des États-Unis. En fait, aujourd'hui, l'un des intérêts géopolitiques prioritaires des États-Unis à travers le monde est de s'assurer que la relation entre l'Inde et la Chine soit aussi tendue que possible, puisque ça permet de potentiellement recruter l'armée indienne dans un conflit avec la Chine. Évidemment, les stratèges indiens sont parfaitement conscients de leur formidable position de négociation, et c'est pourquoi ils l'utilisent à bon escient afin d'obtenir des concessions politiques, des ressources et des armes. En 2020, le ministre indien des Affaires étrangères a écrit que dans un monde du tous contre tous, l'Inde doit poursuivre ses propres intérêts en tirant parti de la compétition entre les grandes puissances rivales de manière à obtenir le maximum d'avantages pour soi-même. C'est vrai que c'est direct, mais c'est réaliste, c'est pragmatique et encore plus c'est nécessaire. Car soyons sérieux, la situation géopolitique de l'Inde ne lui permet tout simplement pas de choisir un alignement sans équivoque, et ce, avec qui que ce soit à travers le monde. Regardons les choses froidement pour le constater. Les voies terrestres vers l'Inde sont essentiellement bloquées de toutes parts, soit par des barrières naturelles comme l'Himalaya, soit par des ennemis stratégiques comme la Chine et le Pakistan. Ce que ça veut dire, c'est que les voies maritimes de l'océan Indien sont absolument essentielles à la survie de l'Inde en cas de conflit. Et le problème, c'est bien sûr que la marine chinoise est incomparablement plus puissante que la marine indienne et que depuis maintenant plusieurs années, la Chine déploie dans la région la stratégie du collier de perles en multipliant les bases militaires afin d'assurer la supériorité navale en cas de conflit. Bref, s'il fallait qu'une guerre majeure éclate, l'Inde sera en quelque sorte prise dans une camisole de force. Donc le meilleur moyen d'empêcher un tel scénario, c'est de se tenir aussi loin que possible de toute forme de conflit. Plus vous avez à perdre avec la guerre, plus vous avez à gagner avec la paix. On a tendance à croire que les alliances formelles et les pactes de défense sont une manière d'assurer la paix à travers la force de la dissuasion. Parfois c'est vrai, et ça fonctionne comme prévu. Or, l'histoire nous enseigne que dans bien des cas, c'est complètement l'inverse, que les alliances sont souvent ce qui mène à la guerre par une dangereuse réaction en chaîne que nul ne peut stopper, puisque déjà prévue par des traités. Plus les réseaux d'alliances se complexifient et se multiplient, plus ils ont tendance à s'effondrer violemment dans des conflits aux proportions démesurées. Généralement, la suspicion et la paranoïa sont de bien mauvaises conseillères. Ainsi, en refusant de se commettre à un camp, dans un contexte où la tension internationale est à un pic depuis des décennies, il est clair que l'Inde se protège bien plus qu'elle ne s'expose. C'est une stratégie brillante, mais un jeu d'équilibre très fragile. Jusqu'ici, elle a réussi à se tenir en dehors du conflit ukrainien et même en profiter pour soi-même sans s'attirer la moindre remarque de l'Occident. Si elle réussit à se tenir en dehors d'une éventuelle confrontation sérieuse entre la Chine et les États-Unis, alors aucun doute que la stratégie géopolitique indienne sera encensée comme l'une des plus efficaces au monde. Il m'arrive souvent de regarder plusieurs vidéos d'une chaîne pour réaliser seulement des mois plus tard que je n'y étais pas abonné. Si vous appréciez notre travail, c'est le moment de vérifier et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Croyez-moi, ça nous aide énormément. On arrive bientôt à 300 000 abonnés sur YouTube et 200 000 sur Facebook. C'est incroyable et c'est entièrement grâce à vous. Pour nous appuyer, vous pouvez aussi devenir membre exclusif pour seulement $1 par mois en cliquant sur le bouton désigné ou encore au 7jourssurterre.com/abonnement.
Chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir été là et du fond de mon cœur, je tiens à vous dire que je vous aime énormément. Merci encore à notre partenaire HelloFresh pour obtenir la livraison gratuite ainsi que jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières boîtes. Cliquez sur le lien dans la description. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt.